Mais d'abord, cette jeune Syrienne de 19 ans qui embrasse son père vient de quitter sa ville natale pour retrouver un avenir. Car sa ville, Raqqa, est aujourd'hui sous le joug de Daesh, l'État islamique, qui en a fait son fief. Comment y vit la population entre le régime de terreur de l'État islamique et les bombardements de la coalition? Comment les forces kurdes profitent-elles de ces frappes aériennes pour tenter de s'approcher de la ville? Eh bien, voyez ce document 7 à 8, signé Éric Declémy, Yuri Maldavski et Estelle Vigoureux. Au bout de cette route, à 15 km, les combattants de Daesh. Ils viennent régulièrement jusqu'ici. Plusieurs fois, on s'est retrouvés face à face. Recho fait office de garde-frontière pour les forces kurdes qui ont conquis ce territoire il y a 2 mois. Chaque jour, des centaines de personnes arrivent de Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique, à 100 km d'ici. Cela peut paraître surprenant, mais cette frontière n'est pas imperméable. Daesh autorise les civils à sortir de son territoire au compte-gouttes. Comme cette femme, avec ses 2 enfants, qui va voir de la famille. Elle porte encore la baya, le vêtement qui lui couvre intégralement le corps imposé par l'organisation terroriste. Ne filme pas le visage de mes enfants. J'ai peur qu'ils soient arrêtés quand on rentre. Par Daesh, Oui. parler à des médias étrangers est considéré comme de l'espionnage par Daesh. S'ils sont identifiés, ces gens risquent la mort. Pour quitter l'État islamique, tous ces voyageurs ont dû donner des garanties. Ali, 53 ans, a laissé les coordonnées de sa femme et de ses enfants rester sur place. Le problème, ce sont les enquêtes de Daesh. Ils nous demandent tu viens d'où, tu pars où. Alors je leur ai dit que je rendais visite à des proches à Ras Al Ain. En réalité, c'est pour accompagner sa fille, ici avec le voile blanc, hors du territoire de Daesh, qu'Ali a inventé le prétexte d'une visite à sa famille. À leur entrée en territoire kurde, tous ces voyageurs sont fichés par la police qui craint les infiltrations des terroristes. Qu'est-ce que vous faites? Étudiante. Fatima est en première année de faculté de sciences. Des études impossibles à suivre aujourd'hui à Raqqa. Daesh a fermé toutes les universités. Je suis obligée de continuer mes études dans une autre ville. Fatima va rester ici pendant toute l'année scolaire. Ali l'a confié à un ami, un commerçant de Raqqa qui possède une maison ici en zone kurde. Fatima et Mohamed, l'homme qui l'héberge, ont accepté de nous parler plus en détail de cette vie sous le joug de l'État islamique, mais à l'abri des regards. En arrivant, Fatima jette son abaya. Qu'est-ce que tu ressens quand tu enlèves cette robe noire? Qu'est-ce que je ressens? Je me suis libérée de ce fantôme. Presque 2 ans que Fatima vit dans cette ville gouvernée par l'État islamique. De Raqqa, 300 000 habitants avant-guerre, ne nous parviennent que de rares images, soit réalisées sous le contrôle de Daesh, soit tournées sous le manteau. Comme ici, on y voit une file importante de personnes qui attendent de la nourriture devant la soupe populaire. Une ville où désormais il n'y aurait plus d'électricité et où le pétrole qui alimente les groupes électrogènes est devenu hors de prix. Malgré cela, Daesh continue à contrôler la population à travers sa police religieuse. Des lois strictes auxquelles Mohamed et Fatima se plient par peur. Les femmes n'ont pas le droit de marcher seules dans la rue ou de prendre un taxi seul. Tu n'es jamais tranquille. Si tu fumes, tu peux être emprisonné, frappé, et tu dois payer une énorme amende. Et ils peuvent t'obliger à rester à la mosquée entre 10 et 15 jours. Une sorte de séminaire pour te faire devenir un bon musulman.
Depuis les attentats de Paris en novembre dernier, la France a intensifié ses frappes sur l'État islamique, en particulier sur Raqqa. L'armée française dit cibler les centres d'entraînement des djihadistes et des objectifs militaires, sans donner plus de détails. À ces frappes répondent des images fournies par Daesh, comme celle-ci, montrant des blessés après un bombardement. Ou ce discours d'un combattant de l'organisation terroriste. Je me tiens actuellement devant vous, devant un des lieux publics qui a été bombardé par votre coalition française. Regardez ce qu'ils sont arrivés à faire, bombarder l'administration générale du boulangerie. Sachez que 10 bombes sont tombées sur le même lieu. Je me tiens actuellement Ces images, nous les avons montrées à Mohamed et Fatima. par votre coalition française. Tu connais ce bâtiment ? C'est Adel Aoud. Adel Aoud. C'est leur ministère de l'Agriculture. Et il y avait des combattants de Daesh à l'intérieur ? Peut-être, parce que c'est un endroit qui nous était interdit. La population n'y avait pas accès. Désormais, ils désertent ces bâtiments officiels et s'installent dans les maisons des civils. Ils essayent de se mélanger à la population. Par exemple, ils utilisent des taxis maintenant. Ils ne prennent plus leur 4x4. Ils ont aussi imposé un vêtement unique. Pour que personne ne les distingue des civils, on doit tous être habillés comme eux, avec des tenues de style pakistanais. L'intensification de ces bombardements a stoppé la progression de l'État islamique dans le nord de la Syrie. Les Kurdes conquièrent village après village. Hol, 15 000 habitants, est aujourd'hui une ville fantôme, où ne patrouillent que les combattants kurdes. Ils l'ont prise fin novembre. La visite de Hol permet de comprendre comment a fonctionné ici la vie sous Daesh pendant 1 an et demi. Hassan a été chargé par le commandement kurde de nous accompagner. Il y a écrit que c'est le palais de justice islamique de Hol. Et là, il y a le drapeau que vous connaissez tous. À l'intérieur, les services de renseignement kurdes ont déjà récupéré les ordinateurs et les documents importants. C'est encore le même ici. Mais au sol, on trouve encore de nombreux tracts destinés à la population locale, relayant les lois de l'État islamique. Ça concerne la taxe sur le blé et l'orge. Ils ont distribué ça à la population pour lui demander de payer la taxe. Peut-être qu'on peut trouver d'autres choses par là. Sur cet autre document, l'État islamique annonce qu'il peut saisir comme trésor de guerre les armes, l'argent ou même les véhicules appartenant à ceux qu'il nomme les mécréants. Les combattants kurdes pensent aussi avoir découvert la prison secrète de Daesh. Venez, vous allez voir. Sur ce terrain vague, des containers enterrés dans le sol, fermés par une lourde trappe en fer. Selon eux, Daesh torturait ici secrètement des prisonniers. Ils mettaient 15 à 20 personnes dans une seule cellule. On a trouvé des vêtements de femmes et des vêtements d'enfants. Il y avait des corps. Ils les ont torturés et après ils les ont tués là, tués par balle. Quand les Kurdes sont entrés dans la ville, ils ont évacué les civils le temps de déminer chaque maison. Ce jour-là, 3 semaines après le départ de Daesh, Ali, un commerçant de 39 ans, et ses parents sont autorisés à retourner quelques heures chez eux. Te voilà chez toi. Grâce à Dieu, toutes les affaires sont présentes.
Ah, il manque la machine à coudre. Pendant la bataille, les djihadistes ont utilisé la famille d'Ali, y compris ses enfants, comme bouclier humain. Les 2 derniers jours, les combattants de Daesh ont pris cette maison et celle de mon oncle là. Et ils sont montés sur le toit. Et ils nous ont obligés à rester ici. Sur les toits, ils ont installé des mitrailleuses. Après sa maison, Ali vient vérifier sa boutique. Ce magasin, c'est mon magasin. Non, 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 n'ouvrez pas. Je n'ouvre pas? C'est piégé. C'est piégé. Une précaution, lui explique-t-on. Sa boutique n'a pas encore été inspectée. Sur la porte, ce numéro peint en noir sur fond blanc, que l'on retrouve sur toutes les boutiques de la ville, permettait à Daesh de répertorier chaque commerce et son propriétaire, comme un numéro fiscal. Il y avait une direction des impôts, une direction pour les douanes, une direction pour les factures, et ils prélevaient des taxes sur toutes les voitures qui venaient d'Asaka, et même sur celles de Raqqa. Une bureaucratie rigoureuse, doublée d'une barbarie institutionnalisée. Ici, l'estrade réservée aux exécutions publiques. Ils exposaient les cadavres ici, comme ça. Ils les attachaient comme ça, ils les laissaient 4 ou 5 heures, parfois toute la journée, pour que les gens puissent les voir. Ali se souvient aussi que les membres de Daesh se rassemblaient sur cette place pour fêter les attentats commis à l'étranger. À chaque fois, ils étaient heureux et ils disaient aux gens qu'ils pouvaient faire des attentats partout dans le monde. Ils faisaient ça pour faire peur aux gens. Ils disaient qu'ils pouvaient frapper en Égypte, en France, en Turquie, en Europe. Ils racontaient ça aux gens pour montrer leur force. Difficile de savoir combien de personnes vivent aujourd'hui sous le joug de l'État islamique. Selon les différentes estimations, en Syrie et en Irak, il serait entre 3 et 8 millions.